Bienvenue dans le Face-à-Face sur France 24. Emmanuel Macron est-il un champion de la francophonie? Plutôt incongru pour le plus anglophone des présidents français. Et pourtant, le chef de l'État a présenté un discours fondateur, un plan d'ensemble visant à promouvoir le français dans le monde à l'occasion de la journée de la francophonie. Le lieu est symbolique, l'Académie française. C'est la première fois qu'un président en exercice y prononce un tel discours. 275 millions de personnes parlent le français dans le monde. Il devrait être 1 milliard en 2065. La francophonie peut-elle être un concept moderne, loin de l'image d'avatar du colonialisme? Comment rendre la francophonie cool, selon l'expression de l'écrivaine Leila Slimani, également conseillère spéciale pour la francophonie, et avec quels moyens? On en débat tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir Kossi Efoui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et dramaturge, lauréat 2009 du prix des 5 continents de la francophonie pour votre 3e roman, Solo d'un revenant. Et votre dernier roman, je le cite, c'est Cantique de l'Acacia et c'est publié au Seuil. Vous êtes aussi dramaturge au sein de la compagnie Théâtre Inutile. Jean-François Mbaye est avec nous. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche, membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Avant de démarrer ce débat, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Nous ne pouvons plus être ce pays opposant aux étudiants étrangers un parcours du combattant dont Fatou Diomé décrit avec un humour grinçant les détours. Les effectifs de la mobilité étudiante dans le monde vont fortement augmenter dans les prochaines années. La France devra accroître le nombre d'étudiants étrangers sur son territoire. Et le nombre de ceux qui viennent des pays émergents doublera, parce que la langue française est ce bien qui nous lie. Étudiants indiens, russes, chinois seront plus nombreux et devront l'être. Jean-François Mbaye, il est ambitieux, Emmanuel Macron. Il veut doubler le nombre de lycées, le nombre d'étudiants dans les lycées français à l'étranger, alors que les crédits diminuent. Avec quels moyens va-t-il le faire? Mais je crois que, avant de parler des moyens, il faut déjà se féliciter qu'un président de la République puisse porter un projet avec cette dynamique. Vous l'avez trouvé ambitieux tout de même, ce projet? Absolument. Je l'ai trouvé ambitieux, c'est un projet ambitieux, c'est un projet justement sur lequel nous aurons à débattre de la faisabilité, notamment avec Madame Slimani. Et donc il faut d'abord se féliciter de l'engagement du président de la République que de faire de cette promotion de la francophonie, de ce concept-là, que vous appelez concept, d'en faire une cause du quinquennat aussi. Donc il faut vraiment s'en féliciter d'abord. Et pas un mot sur les moyens tout de même, ça ne vous inquiète pas? On a vu que les crédits des lycées français ont diminué de 10% ces dernières années. J'ai bien entendu, et on l'a vu, il y a eu des réactions, et notamment, et je m'en félicite, des porte-paroles des Français établis à l'étranger. Nous avons des députés de La République En Marche qui portent les voix de nos concitoyens-là qui sont établis à l'étranger. Ils sonnent un peu ils tirent la sonnette d'alarme. On aura ce débat. Vous savez, des crédits et des budgets, on en diminue partout. Il y a des coupes budgétaires, on est dans une restriction budgétaire qui nous impose de voir les choses en profondeur. Oui, mais doubler le nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger, ça demande des moyens. Forcément. Nous en discuterons avec les acteurs concernés, nos ministères de tutelle, le président lui-même s'il faut, parce qu'il nous écoute et qu'on y sera attentif. Il faut assortir tout de même les objectifs de moyens. C'est tout de même ce que vous dites ce soir. Kossi Efoui, vous êtes écrivain, vous êtes né au Togo et vous avez étudié la philosophie à l'université de Lomé et ensuite vous vous êtes installé en France. La langue française est-elle un choix évident pour vous comme écrivain? Oui, comme écrivain, c'est un choix évident parce que j'ai découvert dans cette langue des écrivains de diverses provenances. C'est en langue française que j'ai lu des écrivains italiens, des écrivains chinois, des écrivains anglais. Et comment ça se fait? Parce que c'est une langue de traduction, tout simplement. C'est-à-dire que l'histoire de cette langue a fait que l'édition, le lectorat se sont intéressés depuis pas mal de temps aux autres littératures. Ça fait partie de l'histoire de la langue. Imposé à vous en tant qu'écrivain? Pas imposé, disons que... Alors, c'est une langue que j'ai appris à l'école et c'est la langue à travers laquelle j'ai découvert les livres, la chose écrite. Donc, ça ne s'est pas imposé. C'était un véhicule, naturellement, pour moi. D'autant plus que ça m'ouvrait à d'autres littératures. Vous dites, je ne suis pas un auteur africain. Oui, j'ai dit ça à une occasion pour protester contre le fait que l'on reste tributaire d'une vision très 19e siècle de l'art ou de la littérature.
littérature comme si c'était des patrimoines nationaux. Mais ce qu'on appelle l'art ou la littérature déborde le patrimonial. Et puis, à supposer qu'il existe un patrimonial africain, ce qui reste à démontrer. Et vous vous sentez dénigré comme écrivain francophone en France? Ah non. Non. Vous trouvez qu'on les disons diffuse suffisamment, les écrivains francophones, justement, qui ne sont pas français, en France? Oui, je trouve que les écrivains francophones sont soumis au même régime que les écrivains français. Il y a des Ils ne sont pas moins bien traités. Ils ne sont pas moins bien traités. Il y a des écrivains francophones qui sont des stars en France. Hein. Il y en a un que tout le monde connaît. Donc, Vous pensez auquel? Je pense à Alain Mabankou. Alain Mabankou. Voilà, l'incontournable. Jean-François Mbaye, vous êtes né, vous, à Dakar, au Sénégal. La francophonie, finalement, est-ce que ça n'est pas ringard? Non, je pense que je partage l'idée qu'il faut évoluer ce concept de francophonie. Il faut, on a cet héritage, on a ce passé. Maintenant, il faut un petit peu dépasser tout cela, faire vivre la francophonie autrement. Léopold Sédar Senghor disait d'ailleurs que à propos de la langue française, que c'était à la fois la langue de la lutte et de l'émancipation, et que tantôt elle pouvait s'apparenter à la douceur des alisés et tantôt à la fulgurance de la foudre. Et donc il nous appartient, nous, jeune génération issue de ce passé que nous a laissé d'illustres écrivains et poètes comme Léopold Sédar Senghor, de faire vivre autrement. Voilà, la langue française. Donc comment fait-on vivre autrement, justement? Parce qu'il y a un héritage tout de même lourd. On l'a fait vivre, si vous permettez, on l'a fait vivre en permettant que les actions, que la langue française puisse se rencontrer, puisse coexister avec d'autres langues, d'accord, en permettant à ce que des jeunes, et ça le président de la République en a parlé, il faut plus de mobilité. Il faut plus de mobilité pour que cette francophonie vive. Il faut que, comme disait monsieur, il faut qu'on puisse lire à travers un Cambodgien ou un francophone en tout cas, qu'on puisse lire un écrivain sénégalais. En France aussi. En France aussi. Voilà. Et puis il faut aussi qu'en France, que l'on puisse nous s'approprier cette langue française, avec notamment ce que l'on a de plus beau ici aussi, nos patrimoines. Et je pense que dans ce qu'Emmanuel Macron a annoncé cet après-midi, il y a un signal fort qui a été envoyé. Alors que s'il faut justement, vous citiez Alain Mabankou, lui il a refusé de coopérer avec Emmanuel Macron, il a dit que la francophonie c'était un appareil idéologique de l'impérialisme français. Alors, moi, je peux m'exprimer sur la langue française et moins bien sur l'institution. Je ne pense cette idée que la langue française est une langue de violence ou une langue qui coloniale. Voilà le lourd héritage auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. Je crois que c'est une courte vue. Une langue est peuplée d'une multiplicité de visions. Moi, c'est dans cette langue, je n'ai pas découvert les discours colonialistes, sauf pour les critiquer. J'ai découvert les poètes d'abord. Donc, quel poète? Baudelaire. Moi, Baudelaire a accompagné toute mon adolescente et m'a sauvé la vie à l'âge où l'on est perdu, où l'on cherche comme ça de petits clignotements des lumières. C'est la poésie de Baudelaire qui m'a accompagné. Donc, moi, je ne lis pas dans cette langue de la violence, de la colonisation. Certes, mais c'est dans la même langue. Le discours de Jules Ferry sur l'éclairage, le devoir d'éclairage que les peuples civilisés ont à l'égard des peuples qui ne le sont pas, ce discours a été immédiatement critiqué dans la langue française. Donc nous avons là une même langue dans laquelle s'expriment deux points de vue contradictoires. Donc que chacun fasse son choix. Que chacun choisisse ce qu'il veut dans la langue. C'est être lecteur, c'est pouvoir interpréter. Donc moi, quand le rapport que j'ai à la langue française est fondé sur le fait que moi j'ai découvert des gens qui fabriquent de la beauté, des poètes, une histoire de l'art et comme je disais tout à l'heure, de beaux textes venus du monde entier et traduits dans la langue. Je ne vois pas là un héritage de la colonisation ou une langue de la violence à l'œuvre. Donc, évitons les courtes vues. Après, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des institutions et quelles sont les raisons de ce malentendu. De ce malentendu. Ouais. Jean-François Mbaye, alors Emmanuel Macron s'exprime en anglais, c'est probablement le plus anglophone de tous nos présidents. Faut-il finalement décomplexer l'usage de l'anglais pour faire progresser le français ?
Oui, je pense qu'il ne faut pas avoir de complexe à s'exprimer aussi en anglais. Mais il faut, en même temps, selon une expression qui est largement consacrée ces temps derniers, il faut aussi en même temps laisser la place aux Français. Donc comment ? Parce qu'on a longtemps eu une approche très défensive, justement. On ne parlait surtout pas anglais pour ne parler que français. Il faut que le français soit enseigné aussi bien avec l'anglais qu'avec d'autres langues. Voilà, il faut. C'est plurilinguisme. Il faut le consacrer. Il faut le consacrer. Dans les organisations internationales, la deuxième langue est le français. Mais moi, je m'insurge quand je vois dans certaines instances européennes, par exemple, pour ne pas les citer, où des discours sont faits parler en de français, l'ONU, enfin des institutions. des discours sont faits en français. En Europe. Ils sont ensuite délivrés en anglais. Donc il faut maintenir la francophonie justement dans ces organismes. Dans ces organismes-là. Il n'en a pas vraiment parlé aujourd'hui, Emmanuel Macron, mais ça ferait partie effectivement. Ça peut faire partie des pistes de travail que l'on aura. Et je vous dis, nous aurons la chance de pouvoir auditionner. Alors il a parlé Simani. de créer une maison francophone qui proposerait 150 places aux meilleurs francophones, une sorte de Villa Médicis à la française. Ça vous intéresse, ça, comme idée ? C'est une belle chose. C'est un beau projet aussi. Tout à l'heure, je parlais du clin d'œil qu'il faisait en décidant de s'approprier le château de Villers-Cotterêts, la ville natale, là aussi, d'Alexandre Dumas. C'est un très beau signal qui est envoyé. Oui. Il en ferait une sorte, effectivement, de Villa Médicis. Absolument. Et j'ai eu la chance de participer hier matin avec des lycéens à proximité, un lycée européen à Villers-Cotterêts. Mais c'est juste magnifique. Et ça pourrait en inspirer d'autres. C'est un peu ça l'idée. Cossi et Fouilly, finalement, dans les pays francophones d'Afrique, on se rend compte que le français n'a pas forcément le vent en poupe. Comment redonner le goût du français dans ces pays ? Je crois qu'une langue, elle travaille à sa séduction. Et je veux dire, comment vous expliquez que dans certains pays, justement, il soit en recul, le français ? Il faut voir aussi le recul des systèmes d'éducation, des systèmes scolaires en Afrique. Donc il faudra un volontarisme politique au sein des systèmes d'éducation. Absolument. Pour imposer le français, ou en tout cas l'encourager ? En tout cas qu'on puisse l'étudier dans de très bonnes conditions, qu'il puisse y avoir des livres, tout simplement, pour étudier. C'est juste ça. Il n'y a rien à imposer, puisque de toute façon, la clé à la lecture, à la culture, c'est quand même l'apprentissage de la langue, et que c'est cette langue-là il faut dire que la langue du maître n'existe plus. Il faut en finir avec ça pour revenir à Alain Banco. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais il n'y a plus de langue du maître. Et c'est pour ça qu'on s'approprie cette langue, pour répéter qu'il n'y a plus de langue du maître. Et donc du coup, il faut l'encourager. Absolument, il faut que les élèves fassent leurs études dans de bonnes conditions. Et j'entendais tout à l'heure parler de circulation, de mobilité des étudiants. C'est important, ça, justement, faire venir plus d'étudiants étrangers en France, faire plus d'échanges. Oui, mais je voulais parler surtout des échanges artistiques. Combien d'artistes sont privés de visa alors qu'ils sont invités en France pour présenter leurs livres ou leurs disques ou participer à un festival, et beaucoup. Et donc, quand on parle de mobilité, il ne faut pas non plus que le discours culturel serve de cache-misère à des contraintes politiques qu'il faut examiner aussi. Si on veut de la circulation des artistes, il faut leur donner des visas. Merci beaucoup, Cossi et Fouilly. Merci beaucoup, Jean-François Mbaye. Merci à tous les d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.